الزول في اللون قراون تكثيوين نوغال دلماذ فريد غاسيم شيخين سوذم النوميرو غاشكو السنة كينا قاقونا كي زغين دي دونجون باغ 21 يسوف غادي يونو فليس وذا ليس ذا شكلنا ومسلاي فلاس وقبل النظر مسلاس سينا فريد الزول في اللون أزول رشيد هذه يعاون ديك شخصيا كنتم ثاني مين كمال باغي يصلادنا الزول رشيد الزولي كان تتولى الزولين بينا فريد تنبيرث فريد قبل ثاني فقنا اللي سكين ويني ميفكان أزول طويقان غا الإسلام دين سلمني ناس دين سلمني ناس تسوقيت كان كيكين ناس زول فرانسيس تيمو يسمى فنات سور الإسلام سي مسلمون اي سي إسلاميست جا كان نوير أكد فريد سقسيين فوذ لي ساكين كنا تزغم ذاكن تزغيك في سنة لا دوزيام ديسيون تفاغ قريب إسيان غير سين واقونا نشكو تزغيك تزغون ثكفان ينزايك وذ لي ساكين فريد أسقسيو أمكن زمان نشود أمشوار فريد غير وذ لي ساكين غانا كيف يرتوري ذاك كين الإسلام لي مسلمون et les islamistes. Mais Francis, comment peut-on lier votre parcours avec votre essai sur l'islam, ses musulmans et ses islamistes? Je vais commencer par le titre. Je parle de fenêtres parce que c'est par les fenêtres qu'on peut voir surtout les arabesques qu'on voit un peu partout dans le monde musulman. C'est par les petits trous qu'il y a dans les vitres des fenêtres qu'on regarde l'extérieur. Et c'est surtout l'œuvre des femmes. Ce sont les femmes qui restent enfermées puis qui regardent à l'extérieur ce qui se passe. Leur monde est différent derrière les murs des maisons, des palais, des châteaux, etc., de celui que nous vivons à l'extérieur. Et donc, j'ai choisi de parler de l'islam, mais pas n'importe quel islam. C'est l'islam plutôt de ma famille, de mes voisins, de mes amis, ceux que j'ai connus depuis que je suis né, et des musulmans. Parce que on dit on est tous musulmans, mais il y a ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants, etc. Et puis, depuis à peu près 40 ans, on voit un groupe là qui est hétérogène, qui est multiple, que sont les islamistes. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est, à travers ce que je sais de l'islam, parler de l'islam, parler des musulmans et parler des islamistes. Mais l'objectif est que je veux en parler pour faire connaître ces gens-là, pour faire connaître cette religion aux Québécois, aux gens du Québec, aux gens du Canada. Pourquoi pas en Europe? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui entendent parler et puis qui ont il y a des mythes qui se construisent, etc. Alors, le lien avec le contenu, bien sûr, le creuset familial, comme je l'ai dit, c'est important pour tout le monde. On a tous été enfants et on se rappelle des fêtes religieuses. Même si on ne pratiquait pas. C'est pas comme aujourd'hui, dans la rue, tu vois une toute petite de 5 ans avec le voile et puis on dit c'est une musulmane. Non, attendez, c'est un enfant, donnez-lui plutôt de quoi s'amuser, de quoi apprendre les mathématiques, la littérature, etc. Moi, j'ai toujours été interpellé par les moments de prière de mes parents et de mes grands-parents. Les ablutions que faisait mon père ou ma mère, qui prenaient du temps, mais je ne comprenais pas. Il est propre, le matin il a fait ça, l'après-midi, etc. Mais c'est le rituel. Il faisait la prière et j'étais impressionné, comme mes frères et sœurs, on était impressionnés par les rak'at, on n'entendait pas prononcer les versets. Il les disait à basse voix, on ne les entendait pas. Mais c'était important. Les mois de piété, là, quand on parle des journées spéciales telles que l'Eid, le Mouloud, Ashura, les moments de circoncision, les mariages, les décès. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt, on n'attend même pas 3 ou 4 heures et puis on l'enterre, alors qu'il faut attendre les gens de la famille, il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, la mobilité fait qu'en 2 jours, et puis même avant, on attendait les gens qui venaient des autres villes. À Batna, quand quelqu'un mourait, il y avait des gens qui venaient de Kabylie, il y avait des gens qui venaient d'Alger, ils n'arrivaient pas à temps pour certains,
mais la majorité en attendait le moment pour les enterrer. Et l'enterrement, c'était un rituel. Alors, ma vie a été marquée, jeune, je peux dire jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, par ces moments particuliers, d'autant plus que oui, j'ai été à l'école coranique, j'ai été à la médersa, au lycée aussi, dans les années 60, on faisait de l'arabe, on introduisait l'arabe pour mettre de côté le français, mais c'était quelque chose de structuré. Et puis, entre 20 et 25 ans, je découvre une variante qui nous a tous interpellés, en tout cas pour les intellectuels, pour les gens instruits, etc., c'est les ba'athistes et les autres panarabistes. Parce qu'il y a les ba'athistes, mais il y a aussi la période, rappelez-vous, où on nous envoyait les Égyptiens, les Syriens pour nous arabiser. C'était politique pour les ba'athistes qui avaient infiltré tous les rouages. Des conseillers de Boumediene étaient ba'athistes, qu'on le veuille ou non. Et ces gens-là, ils ont été les pires parce qu'ils ont tracé le chemin par lequel sont passés les islamistes depuis 1960. Ils ont ouvert la voie aux islamistes. Ils ont ouvert parce que le FLN, parti unique, avait introduit un article dans son statut, l'article 421, 420-421, qui disait que ne peut être responsable dans les institutions de l'État que quelqu'un qui était arabisé, qui parlait l'arabe, minimum ahliya, minimum brevet. Et ça a complètement chamboulé les institutions de l'État parce qu'un francophone ne pouvait pas accéder à cela. Sauf si il prouvait qu'il était à la médersa. Moi, je l'ai fait, j'étais dans des institutions de l'État, etc., parapublic. Il ne pouvait pas me dire non, parce qu'il y avait des preuves institutionnelles qui disaient non, mais il connaît l'arabe. Mais ils ont voulu éviter, et l'objectif, ça on ne le dit pas, même les hommes politiques que nous avons, l'objectif numéro 1, c'était pas seulement d'enlever les francophones, mais ils visaient les Kabyles. Or, les Kabyles sont les plus arabisés. Et donc, ils n'ont pas pu les éviter. Le père de l'arabisation en Algérie, Naïd Belkacem Dakhbeili. Donc, il a essayé d'atténuer, mais les conservateurs, ayant pris la place des ba'athistes, ont été plus forts. Et on est arrivé avec la télévision, les fameux Qardawi, Ghazali, les prêches, les séminaires. La pensée islamique. La pensée islamique. C'est rentré par la télévision à la maison et nos parents se sont mis à se poser des questions. Mais c'est quoi ça? On ne connaît pas ces choses-là, on ne nous a jamais appris ça. Nous, on fait notre prière, on fait le ramadan, on fait l'Eid, etc. Mais c'est des choses qui nous sont étrangères. Mais la force de l'image, la force de la télévision, le temps qu'on mettait à le faire, complétait le mal, parce qu'après, tu avais les enfants qui rentraient de l'école et qui commençaient à être arabisés, pour dire aux parents, non, ne fais pas la prière comme ça, c'est faux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, j'ai entendu des parents dire, mais qu'est-ce que c'est ce rituel-là? Non, on a l'habitude de faire les ablutions comme ça, et puis on va faire la prière et ça s'arrête là. Ah non, il faut serrer les pieds, il faut mettre les mains de ça, il faut les mettre les mains devant, etc. Donc, des choses qui sont étrangères à l'islam malikite qu'on a pratiqué depuis des générations et des générations en Algérie. Alors, en arrivant au Québec, ça c'est pour l'objectif là que tu cites, à ma grande surprise, j'ai découvert que les islamistes, non seulement ils étaient nombreux, mais ils étaient déjà introduits partout. Partout, chez les députés, chez les élus municipaux, ils avaient investi des mosquées, ils ont créé des salles de prière qui sont devenues des mosquées par la suite. Et ils ont été dans les écoles, bien sûr, puisqu'ils l'ont fait en Algérie, ils l'ont fait en Égypte, ils l'ont fait en France, ils le font ici. Les écoles primaires, les écoles secondaires, ils ne sont pas encore arrivés à ce moment-là à l'université, mais ça a commencé. Les garderies, puisque c'est le gros problème qui se pose, des garderies familiales financées, subventionnées par le gouvernement du Québec, où on apprend aux enfants que, oui, c'est l'islam qui prime. Et puis on a eu l'école avec ECR. Donc, voilà, donc c'est des choses qui ont fait que ça m'a interpellé. Et puis un ami militant, actif en Algérie,
me dit, mais rappelle-toi, c'est le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne qui ont accueilli les plus grands terroristes algériens. Alors, tu n'es pas à jour dans ton savoir, ton information. Regarde, il y en a beaucoup ici. Et puis, ça m'a fait mal au cœur jusqu'au moment où on arrive à une situation où il pèse sur le vote des députés. Et actuellement, il y a des politiques qui essayent de jouer avec eux pour avoir des votes. Je reviens sur Farid, je vous ai laissé longuement parce que la première question est pertinente. Pour résumer un peu le livre, ce que vous venez de faire. Je vais partager les autres questions avec Kamel Marie. Ceci dit, j'aimerais bien avoir des réponses brèves si c'est possible. Kamel, la question. Justement, pour enchaîner un petit peu par rapport à ce qui a été évoqué, justement brièvement, Arantinit, l'objectif principal de cet ouvrage-là, qui est l'intention et qui est l'évaluation faites-vous. Donc, je vais un petit peu سبريتي في عن ديسلان c'est-à-dire داش اللي سويدة مزوارو نيلان مي تكتبت ليفريك غير داشو كامش تزمرتي التينيت داشو on peut dire l'évaluation que vous faites par rapport à ce projet-là qui est l'écriture qui concerne justement la question principalement de l'islam et de l'islamisme. Oui. Au-delà de l'information que je souhaitais donner aux Québécois de toutes origines, il y avait quelque chose qui m'avait intrigué, c'est que lorsque je parlais avec des Québécois, des amis québécois, je dis bien des amis parce que j'ai milité, j'ai activé avec eux, j'ai découvert qu'ils ne connaissaient rien à l'islam. Alors je me suis dit peut-être qu'il faut organiser ce savoir. Comment nous, musulmans venant d'Algérie et ont subi le terrorisme, l'islamisme, le rejet, l'exil, etc. Comment nous voyons cet islam comparé à celui qui est entendu ou qui est expliqué par les non-musulmans. Et là, j'ai découvert effectivement l'ignorance totale. Les gens ignoraient, d'abord, ils ne savaient même pas qu'il y avait 4 rites, ils n'entendaient pas parler des chiites, ils parlaient des sunnites, et puis ça s'arrêtait là. Ils ne parlaient pas des kharijites, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'une petite lecture, une grille de lecture, leur permettrait d'avoir un peu plus d'informations, une compréhension, une approche un peu plus pertinente pour l'intégration des immigrants, surtout venant des pays, entre guillemets, arabo-musulmans. Et oui, effectivement, quelque part, j'ai atteint mon objectif. Le livre a été publié malgré le refus de plusieurs maisons d'édition qui m'expliquaient que c'était trop chaud, que ce n'était pas possible de le publier. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que je l'ai fait à compte d'auteur, il est pratiquement épuisé. Donc les gens se sont intéressés suite à des conférences que j'ai faites avec l'Association des humanistes, avec le mouvement laïque québécois. Je l'ai fait avec Québec, entre Algériens et Québécois de la ville de Québec, à Trois-Rivières et tout. Et j'ai vu l'intérêt des gens, parce que les questions parfois elles étaient difficiles. Je ne trouvais pas de réponse, parce qu'elles étaient tirées du vécu de ces personnes et elles ne comprenaient pas. Il a fallu que je fasse, comme on dit, une petite analogie avec les autres religions, le christianisme et le judaïsme, pour qu'ils comprennent. Qu'ils disent « Ah, maintenant, on a saisi ce que tu veux faire. » Bon, l'objectif pour moi, pour le moment, il est atteint. Je prévois une seconde édition à partir de l'automne. Et j'espère qu'il y aura plus de gens qui le liront pour mieux comprendre ce qu'est l'islam, l'islamisme, et les islamistes en particulier, parce que les musulmans, oui, il y en a partout, il y en a qui travaillent, qui sont productifs, etc., qui ne pensent ni à la religion, ni aux religions, et puis ils sont souvent loin du petit Maghreb. Ils ne vivent pas dans le petit Maghreb, ils ne vivent pas sur Saint-Michel ou, je ne sais pas, moi, à Jean-Talon ou à Montréal-Nord. Ils vivent un peu partout, et même au Québec, et même à Gatineau, à Elmer, à Ottawa, etc. Voilà un petit peu l'idée.
نك فريد الدول العالمية تسقسي ثيريثي نك وتسقسي مزوارو ذاك انت مسلايض غف تنسلمت يظلي تنسلمت مولانيك تنسلمت نتمتسي عند ثلاث تيضيرض ذا شو تجنت ميارا ذا تنسلمت كاين توغان قلنا كتوغان ما زعما تيدينا فرانسيس لي كيسيون دو l'islam d'hier, l'islam de tes parents, de ta famille, de ta société d'origine. Qu'est-ce qui est la différence avec l'islam de nos jours? Ben, écoute, il y a beaucoup de paradigmes qui ont changé. Les cas de référence ne sont plus les mêmes. Quand je parle avec tous nos compatriotes, parce qu'on se connaît, donc on regrette les changements qu'il y a eu, parce que l'islam, nos parents étaient un islam pur, parfois traditionnel, mais il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de violence. Et puis, j'évoque par exemple le Qarn al-14, le 14e siècle. Nos parents, nos grands-parents, moi mes grands-tantes, etc., nous disaient ça va être la perte de sang, ça va être la catastrophe, c'est la fin du monde. Bon, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est la fin d'un monde. Et nous y sommes. C'est la fin d'une époque. Et une époque. C'est un petit peu la perte, par exemple, du respect dû aux aînés. Même en Algérie, on ne respecte plus les aînés. L'aîné, quand il parle, le patriarche, quand il parle, tu as des jeunes de 20 ans qui lui disent « Ah ouais, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hawash qal. Le hadith nta, hawash qal. » Il n'y a plus de respect. Tu as la protection de la femme. Donc, toutes ces dimensions, avec toute sa vulnérabilité, je dirais sociétale, même pas sociale. Une femme qui divorce aujourd'hui, qui est répudiée, ben, ça se passe dans les villes, ça ne se passe plus dans les montagnes, dans les douars, dans les villages. Quand elle est dans un village et qu'il y a répudiation, elle revient d'un autre village où elle était mariée, elle était prise en charge par la famille. Et il n'y avait pas de mal. Bon, au début, on est mal en point, et puis après, disons qu'on la protège. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle est dans la rue. On la met avec des enfants, 3-4 enfants répudiés, elle est dans la rue. Il n'y a plus cet islam de tolérance, cet islam de protection, de soutien, de protection, etc. Et je ne parle même pas de l'héritage. Ouais. On était dans l'indivision en Kabylie. Moi, je n'ai pas vécu en Kabylie. J'ai été pour des vacances, j'ai été voir la famille. Mais les maisons de mon arrière-arrière-grand-père, quand il a quitté la Kabylie pour aller à Batna, elles sont toujours dans l'indivision. J'ai encore le droit d'être dans cette maison. Je ne parle même pas des femmes et des filles, etc. Ça n'existe presque plus. Mais en Kabylie, tant qu'on est dans Tête d'Ert, ça va. Mais ailleurs, ce n'est pas là. Le noyau familial, il a explosé. Littéralement explosé par ces fameuses habitudes du mariage de jouissance, etc., etc. Par le voile qu'on impose à des enfants et à des filles, alors que ces filles ou ces femmes qui portent le voile, je ne parle pas des plus âgés, je ne parle pas des activistes, des militantes, des partis politiques et tout, mais elles le prennent, elles disent, c'est pour nous une façon de nous libérer. Alors qu'elles s'emprisonnent encore plus, parce qu'elles n'ont pas le courage de montrer leur beauté, etc. Elles se font harceler dans la rue. Elles sont agressées dans la rue. Et je peux en parler en connaissance de cause. J'ai travaillé à Air Algérie, on avait des hôtesses qui habitaient du côté de l'aéroport. Il fallait qu'elles mettent le voile, qu'elles rentrent dans l'estafette, dans la voiture d'Air Algérie pour les accompagner à l'aéroport. Mais elles ne pouvaient plus attendre sans le voile parce que tu avais les voisins qui venaient les embêter, qui venaient même les kidnapper. Donc, c'est des choses qui ont changé et qui font que, bah oui... on est arrivé là, c'est une situation... ce qui est malheureux, c'est que nos grands-mères, nos grandes-tantes ont toujours été les gardiennes des valeurs de la communauté. Aujourd'hui, elles n'ont plus le droit à la parole. Des jeunes les empêchent. Et puis, tu as des militantes de certains partis politiques ou des associations qui viennent dans les regroupements familiaux pour montrer ce qu'est l'islam, le morshidat. Il y a aussi le morshid dans les mosquées, les quartiers, les cafés, etc. Les conseillères. Les conseillères, les orientateurs, orientatrices. Elles viennent avec l'idée que leur islam est meilleur que celui de leur grand-mère ou de leur grand-tante. Ce qui fait que
ces femmes, non, je te dis, les plus âgées à qui tu allais demander conseil, père, elles ne le font plus, mis à part quelques exceptions. Peut-être en Kabylie, ça existe. Mais... Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience quand je parle avec des jeunes filles kabyles des montagnes, maintenant qui portent le voile. Quand tu leur dis pourquoi votre grande-mère ne portait pas le voile et vous le portez, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait parce qu'elles étaient ignorantes. C'est ça. Vous voyez, c'est les valeurs inversées. Les valeurs inversées. Voilà. Kemal, justement, juste pour se poser la question, c'est-à-dire justement comment on est arrivé, on peut dire, à la situation par rapport à la question de l'islamisme. Aujourd'hui, il est violent, on a connu le Qaïda, on a connu après le Baghdadi, comment il s'appelle son mouvement, après le Qaïda. On l'a oublié, tellement il y a beaucoup de mouvements de violence. Alors la question qui se pose, c'est justement comment on est arrivé à cette situation. Et de l'autre côté, on sait que l'islamisme, sa référence, on peut dire, sa référence idéologique ou sa justification, il s'inspire de l'islam. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment on est arrivé à cette situation? Quels sont, on pourrait dire, les facteurs principaux qui ont amené réellement à cette situation où l'islam signifie violence, parce que c'est ce qui est vendu et parce que ce sont ces militants, ces activistes-là qui ont prouvé qui réellement, au fond, sont des ambassadeurs de l'islam, parce que c'est eux qui ont les moyens pour pouvoir, on peut dire, transporter ça, et ils sont presque les ambassadeurs de l'islam. Ouais. Alors, pour moi, là aussi, c'est une autre fenêtre que j'ai ouverte, c'est que on a connu des musulmans pratiquants, comme nos parents, mais ils étaient dans la tradition musulmane. Ils n'agressaient pas, ils n'imposaient rien aux autres. Beaucoup ont renoncé. Arrivés à 50 ans, 60 ans, ils te disent, dénégué, bon, on n'en a pas besoin. Et puis, ils ne le pratiquent plus, comme je l'ai disais tout à l'heure, sauf pour les rituels. Les fêtes, les décès, etc. Là, bon, ils reviennent un petit peu... j'allais dire entre guillemets au bon sens, mais ce n'est pas du bon sens. Ils font comme tout le monde, parce que la société le veut. On avait, il ne faut pas oublier qu'on avait dans notre société, on en a encore maintenant, mais qui sont pires encore que les anciens, on avait des conservateurs et des puritains. Beaucoup plus que ce qu'ont connu les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe en général. Mais qu'est-ce qu'on disait? On disait d'eux, Ma'aqdin, ils sont complexés, ils sont noués. Il ne faut pas chercher à comprendre. Mais ils n'imposaient rien, ni aux voisins, ni à personne. Sauf quand on allait leur poser des questions, ils disaient, moi, c'est comme ça que je fais. Mais eux, ils étaient dans leur petit monde et ils faisaient là. Et puis, il y avait les repentis. Jusqu'à l'âge de 40 ans, on fait la fête. On prend de l'alcool, on prend de la drogue, on a des mœurs légères, on va dans les bars, les restaurants, etc. À 40 ans, subitement, Touba, il s'est repenti. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une référence mémorielle et historique. Il considère qu'à 40 ans, on peut faire tous les 400 coups comme l'a fait le prophète. Et à 40 ans, oui, il y a le message arrive, on se répand et puis on revient dans le droit chemin. Mais comme il y a des habitudes qui sont fortes, on continue à les pratiquer. Mais on fait le minimum, je dirais le minimum garanti. On a eu aussi une organisation sociétale assez spéciale. Ça dépend des régions. Mais en Kabylie, on les a encore plus. On a eu les Morabitoun, les Morabtins. On a des leaders politiques qui sont sortis de là. On a des chefs de confréries religieuses qui ont été ministres des Affaires religieuses, je ne vais pas citer leur nom, mais on avait aussi des shorafas, des gens qui seraient de descendance prophétique. Ceux-là, ils font, comme on dit, leurs affaires dans leur petit coin, dans leur petit territoire, et les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Et puis, tu as les zaouillettes, qu'on trouve un peu partout. C'est aussi des groupes où on va un petit peu essayer d'être proche de la religion, de la pratique, des habitudes,
et puis des réunions familiales, les réunions tribales, je dirais. Mais c'est l'intérêt, c'est que tout était organisé selon le patriarcat tribal. Et c'est là où les Turcs ont fait du mal, c'est là où les Français ont fait du mal, et c'est là où les islamistes font du mal. Ils font du mal parce que, sauf les Chorfas qui ont des accès dans l'État, peuvent se défendre, seuls les Morabitains ils sont presque tous dans les partis politiques, ou au moins un parti politique. Et les Zaouïas qui ont été infiltrés un peu par les islamistes et qui deviennent un peu le tremplin de, soi-disant, un islam soft. Et de l'autre côté, celui qui ne s'est pas beaucoup implanté en Kabylie, mais qui existe dans l'ouest et l'est du pays, c'est les soufis. Mais les soufis, ce ne sont pas les soufis au sens oued souf, c'est les soufis de tradition musulmane, de tradition prophétique. Ça n'a rien à voir avec les soufis, oued souf, etc., les petites congrégations. Alors ça, c'est un paradigme qui a changé, et les questions, les fondements qui sont en lien avec la vie sociale, la vie économique et tout, ont disparu ou sont en voie de disparition. Ça touche aux traditions et on n'a pas appris les leçons. En Algérie, on n'a pas appris les leçons parce qu'on est resté quelque part. Oui, nos parents n'ont pas fait d'études, mais ils étaient cultivés par rapport à tout ce qu'ils savaient de la vie de tous les jours. Et les jeunes les ont dépassés, leurs enfants les ont dépassés. Ce qui fait que, oui, la violence est arrivée avec les frustrations dues aux politiques sociales gouvernementales. Ce n'est pas dû simplement à l'apport de l'islamisme. Non, il y a, parce que pour aller recruter quelqu'un pour le rendre islamiste, violent, agressif et tout, il faut lui expliquer qu'est-ce qui ne va pas. L'enseignement, ça ne marche pas, le sport ne marche pas, la musique, il n'y en a pas, le théâtre, il n'y en a pas, l'école, ça ne fonctionne pas, ils échouent, etc. Et puis, ils voient leurs aînés qui ont milité et qui se font tirer, qui se font tuer ou qui sont... C'est-à-dire un environnement favorable pour exploiter la situation. Absolument. Et heureusement que le Hirak est venu comme un tsunami, dire barakat. À l'époque, c'est 7 سنين barakat. Aujourd'hui, on dit 20 سنة barakat. C'est un petit peu le Hirak, etc. C'est en train de changer. Il ne faut pas croire que c'est l'euphorie. Mais on voit qu'il y a quand même des signes de changement positifs. Mais l'islamisme, il est là, il est dans les rouages de l'État, il est dans les institutions, il ne va pas partir du jour au lendemain. Justement, Farid, c'est ma prochaine question. Je préfère la poser uniquement en français parce qu'elle est destinée à tous les politiques, qu'ils soient en Afrique du Nord ou même ici au Canada ou au Québec. C'est que dans votre livre, vous interpellez tous les musulmans à se désolidariser de leurs islamistes, de les dénoncer dans leur agissement néfaste à l'islam, qui sont contraires à la tradition musulmane. La question qui mérite d'être posée, c'est que comment peut-on y arriver, d'autant plus que il y a des prescriptions qui recommandent d'être solidaire avec tous les musulmans, y compris les islamistes, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. Je dirais même mieux de les aider parce que sinon ils risquent de faire des bêtises ou des dégâts. Donc, quelle est votre réponse à cette question? Il y a d'abord le contexte lui-même. C'est vrai que, oui, il y a des prescriptions. Quand on dit « khoya muslim », muslim, tu te dis, bon, je défends mon frère, je le protège, je le préserve, etc., même s'il fait des bêtises, même s'il va en prison, il vend de la drogue, etc. Non, c'est mon frère dans l'islam. Donc, ce concept-là, il faut le déconstruire. Il ne doit plus exister parce que dans le Coran lui-même, on dit, si quelqu'un tue une vie, il tue 1000. Par contre, si quelqu'un aide une vie à bouger, à changer, elle change. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il ne faut plus tomber dans le piège que quelqu'un qui est arrivé à l'IA, au brevet, au bac, puisse venir te dicter ta vie de tous les jours sur la base de hadith, sur la base de ce qui a été dit il y a
1400 ans. On est en 2022, la technologie est là, les sciences sont là, etc. Donc il faut oser. Il faut oser dire à ces gens-là, vous ne savez rien, arrêtez. Il faut faire comme les prophètes. Je le dis dans mon livre. Wow. Les prophètes ont été les premiers à remettre en question les ordres d'où ils étaient issus. Moïse a commencé le premier. C'est parce qu'il a vu que sa société était en train de La dérive. Hein, Ouais. il a eu les tablettes. Ouais. Hein, comment il s'appelle? Jésus. Il s'est érigé contre les gens du temple qui faisaient de l'usure, qui prenaient de l'argent pour eux, etc. Et la population était pauvre. Et Mohammed est arrivé à un moment où il a dit, bon, écoutez, toute la population là, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Il s'est révolté contre sa tribu, contre Quraysh. Donc, il faut oser faire ce que ces prophètes ont fait, et on va le dire, en particulier Mohammed. Même si après il y a eu du sang versé, même s'il y a eu des conquêtes, des occupations, etc. Et encore, on ne connaît que la version des Arabes ou la version traduite des Français. Notre version à nous, musulmans ou algériens, tout simplement, est-ce qu'on l'a écrite? Il y en a qui ont écrit, oui. Il y en a qui ont, Mohamed Harkoun, et j'en passe. Mais est-ce suffisant? Est-ce que les gens de notre génération et les moins jeunes ne peuvent pas se pencher sur ces aspects pour dire oui, on ne peut pas accepter cela. Nous sommes de rite malikite. Il y a la tradition musulmane en Algérie qui est multidisciplinaire et qui est multiple en Algérie. Ailleurs, c'est le hanafisme, ailleurs, c'est le shafi'isme, etc. Il y a les chiites. Est-ce qu'on sait qu'il y a des chiites en Algérie? Et pourtant, il y en a plein. Y compris historiquement parlant, les Kabyles étaient chiites, oui, les Koutama. Mais oui, les Koutama, les Fatimides. Alors, moi, une fois, à mon mariage, ça remonte à 1972, mon beau-père m'a dit, bon, j'ai 2 chouyours pour le Fatiha. Je dis, oui, alors, choisis celui que tu veux. Il me dit, non, il y en a un qui est chiite et l'autre, c'est un sunnite. Est-ce qu'on attend le sunnite qui revient ou on fait avec le chiite? Mon beau-père qui était conservateur, traditionnaliste. J'ai dit, ah bon, on peut choisir. Il m'a dit, la Fatiha, c'est la même pour tout le monde. Il ne m'a pas dit, non, c'est un chiite, c'est un. Et, on a changé la date du mariage parce que les femmes n'étaient pas d'accord. Les femmes, elles ont dit, non, 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 il faut trouver quelqu'un qui est sunnite. Et il a attendu donc, son copain qui était sunnite. On a fait cela. Mais les chiites, il en existe. Comment qu'ils se comportent en Algérie aujourd'hui? Ou leurs enfants? Cachés. Ils ne sont pas cachés, ils sont là, mais ils sont outrés. Puis attention, il y a le khomeïnisme. Ils voient ce que dit Khomeini ou je ne sais plus, le Khamenei, etc. Ils essayent d'écouter ce qui se dit. Et l'ambassade d'Iran, elle est active en Algérie. Rappelez-vous, dans les années 90, lorsqu'on a arrêté un haut responsable de la politique, à sa sortie de l'ambassade d'Iran, avec une valise pleine de documents, plein de... Alors, c'est des choses qui font qu'il faut dénoncer. Et de l'autre côté, vis-à-vis du pays d'accueil, de la société d'accueil, il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'ils nous écoutent, les gouvernants, les élus, etc., pour que, et moi je le dis dans le livre, ne faut plus écouter les gens de par leur religion, toutes les religions, puisqu'on veut parler de laïcité, mais de par la citoyenneté. Je l'ai dit en 2012 devant la commission des institutions de l'Assemblée nationale. Je l'ai redit en 2016, je l'ai redit en 2018 et je l'ai redit en 2019. Tant qu'on ne voit pas les immigrants, tous les immigrants, comme étant des citoyens à part entière, il y aura toujours des problèmes sociétaux ici au Québec. Je ne parle pas du Canada, je ne parle pas de... Très bien. Kamal, question. اسكتي يمكن il faut dormir le nom d'organisation des 200 Al-Qaïda, c'est Daesh. Daesh, oui. Voilà, on a oublié. Ouais. Donc c'est bien toujours de le rappeler. Justement, sont issus de ces mouvements-là de violence, là où ils voulaient prendre le pouvoir par la force. Justement, ma question, qui donc justement il relie un petit peu par rapport à ça, étant donné que ce sont des idéologies telles que le wahhabisme, le salafisme, et vous évoquez aussi le khomeïnisme par rapport à la révolution iranienne. Donc ce sont des doctrines justement, certains qui remontent déjà même au XVIIIe siècle, mais ils ont évolué. Il y
En même temps, il y a aussi, comme le wahhabisme, il y a des choses qui s'apparentent, donc il y a des choses communes, qui sont même liées. On aimerait bien que vous alliez nous expliquer un petit peu, surtout par rapport justement à ces points-là communs, partagés, en même temps d'expliquer justement qu'est-ce qui les distingue. C'est quoi la différence, quels soient les éléments importants qui pourraient distinguer les uns des autres. Moi, je dis toujours que ces trois idéologies, hein, le wahhabisme, le salafisme, le khomeïnisme, bien sûr, dans le salafisme et le wahhabisme, il y a l'entre-deux, les frères musulmans. Pour les deux premiers, les wahhabo-salafistes et les frères musulmans, comme pour les khomeïnistes, mais c'est un autre pan de l'histoire, c'est l'Occident européen, les anglo-saxons, qui, en mal de suprématie des colonies, des territoires occupés, ont créé ces idéologies parallèlement à la gestion de ces territoires. Ils avaient en face d'eux l'Empire ottoman, qui contrôlait tous les pays, pratiquement de la Méditerranée, hein, du Maroc jusqu'au Khalij, comme on dit, Et ils savaient que ces populations qui sont dans l'attribut, malheureusement c'était cela, ne pouvaient être contrôlées que par la religion. Et c'est là où ils ont lancé le bureau du Caire, déjà en 1916, même si ça a commencé avec Laurence d'Arabie, mais c'est lui qui avait été à l'origine, avec le bureau du Caire, à la création en Égypte des frères musulmans pour contrer l'Empire ottoman et le chasser des territoires qu'ils occupaient. Et il a été plus loin, il a été au Hijaz pour en faire de même avec le shérif de l'Hijaz. C'est lui dire, écoute, il faut revenir à la tradition musulmane. La tradition, c'est où? Il faut demander à quelqu'un parmi les gens que vous connaissez de respecter la sunna du prophète, parce que sinon vous allez perdre pied, et puis c'est le seul moyen de chasser les Ottomans, les Turcs. Et c'est là où il a fait appel à Ben Abdel Wahhab. C'est de là vient le wahhabisme. Le wahhabisme, ouais. Qui était un érudit, qui était un érudit de l'islam, du Coran et tout. Et il a pondu cette doctrine-là qui dit il faut revenir aux sources du Coran, il faut revenir aux sources de l'islam, et il faut pratiquer ce qui existait avant. Et Salaf, selon suit la tradition du prophète. Oui, c'était valable tant qu'en Arabie Saoudite, il y avait des tentes, il y avait le désert, il va aller chercher de l'eau sur le sable, etc. Parce que ça n'avait pas changé, ça n'avait pas tellement changé, si ce n'est les palais de Riyad, de Jeddah, etc. Mais avec le temps, ça a évolué, les choses n'étaient pas positives, ni pour eux, ni pour les frères musulmans, puisque les frères musulmans étaient en Arabie Saoudite, et c'était le roi de l'époque, je ne me rappelle plus de son nom, qui, n'étant pas d'accord avec leurs chefs, les a chassés d'Arabie Saoudite pour que finalement ils aillent au Qatar à côté. Et puis on a donc Khardawi qui vit là-bas et d'autres ont été en Indonésie. Mais en face, l'empire colonial français, qu'est-ce qu'il a fait? Khomeini, où est-ce qu'il était? Il était à Paris. En France, à Paris, oui. Il était dans la région parisienne. Qu'est-ce qu'il a fait pour contrer justement le wahhabou-salafisme et les frères musulmans? Il a envoyé Khomeini en Iran. Et c'est là où on s'est retrouvé avec... oui, Ben Saoud, c'est exact. S'est retrouvé avec une idéologie qui a chassé un autre empire. Parce que le Shah d'Iran, c'était un empereur. Il a chassé pour s'implanter, lui, comme nouvel empereur et exporter sa révolution verte. Il a exporté où? Vers les lieux où il y avait encore ces gens et vers les lieux où il y avait encore des chiites. Et c'est comme ça que l'Algérie a hérité d'un pan de khomeïnistes. Heureusement, bon, que ça n'a pas fonctionné. Alors, moi je dénonce tout le temps tous ces islamistes qui parlent au nom des musulmans. Et j'interpelle les autorités gouvernementales, les élus au niveau local, intermédiaire, provincial, etc., de ne plus parler avec ces gens-là, sauf s'ils parlent au nom de leur groupe. C'est-à-dire, il dit, écoutez, moi j'ai 500 militants ou 500 membres, je parle au nom de ces 500, mais je ne parle pas au nom de tous les musulmans.
Mais quand tu dis les pouvoirs politiques, est-ce que ceux d'Afrique du Nord, comme celui de l'Algérie qui leur a offert toutes les institutions de l'État, ou ceux de l'Occident, notamment le Québec et le Canada? Moi, je l'ai dit, avant disons, après le départ de l'ancien président, là, la constitution algérienne manque d'une précision énorme en matière de rapport entre l'État et les membres de l'État, c'est-à-dire les membres de la nation algérienne. La citoyenneté n'est pas définie dans la constitution algérienne. Il y a des petits mots comme ça, mais c'est ça n'est pas. Le citoyen n'est pas défini. Le jour où je verrai ces interprétations, ces définitions dans la constitution algérienne, je dirai, ah, il y a quelque chose qui a changé. Alors, ils sont interpellés, parce qu'on ne peut pas se permettre de lutter contre le terrorisme généré par l'islamisme et avoir des islamistes dans les rouages des institutions et de l'État. Notamment l'école. Et l'école, et les hôpitaux maintenant, et les universités. Les universités, etc. Ça ne peut pas se faire. Il faut un les médias déconstruire. surtout. Les médias surtout. Les médias, ils ont laissé des télévisions islamistes, c'est pas. Et puis elles ne prennent même pas le nationalisme algérien. Je n'arrive pas. Pour le moment, on parle de nation, etc. Mais c'est pas vrai. L'Algérie ne peut être défendue que par des patriotes. Les histoires de nationalisme, on a vu ce qui s'est passé avant 1954, depuis Messali Haj. L'idée de l'émir Khalid, avec les jeunesses algériennes, qui voulaient du patriotisme, former les jeunes pour le patriotisme, Messali Haj l'a coupé. Et il s'est approprié des idées qui étaient effectivement intéressantes à une certaine époque, mais heureusement que les gens du MTLD, PPA, etc., ont dit, bon, on arrête là. Bon, il y en a qui voulaient rester, il y en a qui ne voulaient pas rester, mais c'est une autre affaire. Ils sont interpellés. Justement, c'est une autre affaire, Farid. Pour rester dans le livre, vous avez fait le parallèle entre ce qu'on appelle la Sahwa Islamia, donc l'éveil islamique, et ce qu'on appelle le wokisme, qui est un mouvement d'éveil aussi aux États-Unis qui est apparu au début des années 2000. Est-ce que c'est approprié vraiment de faire le parallèle entre la Sahwa et le wokisme? Oui, moi je fais le parallèle parce que le wokisme est de création récente. Même si des prémices existaient bien avant les années 2000, même s'il y a eu des auteurs qui en ont parlé, mais ce rejet systématique de tout ce que dit l'autre, qui empêche l'échange démocratique, qui empêche la conversation, qui empêche l'expression des idées et des pensées de l'autre, moi je suis contre. Et les premiers qui l'ont fait, ce sont les gens qui ont lancé la Sahwa Islamia. Pourquoi? Parce que c'est sur le même modèle. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un parallèle, ça va ensemble. Sahwa Islamia a été lancé depuis les années 50, parce qu'on avait senti qu'avec les frères musulmans, ça ne fonctionnait pas, que ça ne passait pas, donc il fallait créer quelque chose de nouveau. Et on a dit l'éveil des musulmans, c'est pour se prendre une place quelque part, mais jamais ils n'ont dit que c'est pour chasser les étrangers de leur pays d'origine. Jamais ils n'ont parlé de la libération réelle. On parle des indépendances, mais on ne parle pas de libération, de la pensée, de la critique, de la confession, etc. Alors, oui, il y a un parallèle parce que c'est deux modèles différents, mais il y en a un qui est plus religieux que l'autre, et les deux empêchent l'autre de parler, empêchent l'autre de s'exprimer. Les libertés fondamentales selon la Charte des Nations Unies sur les libertés sont bafouées actuellement. Tu as des universitaires, des professeurs de droit, des professeurs de sociologie et tout, qui parlent avec des hommes politiques élus, qui leur disent, bon, ceci n'est pas comme ça devrait faire comme ça. Ils disent, non, toi, tu tais parce que tu es en train de faire de l'islamophobie, tu es en train de faire de la transphobie, tu es en train de faire ceci et cela. Donc, ils empêchent le débat. Très bien. Et c'est pour ça que je fais le parallèle. Les islamistes ont la même démarche. Farid, on est pris par le temps. Je laisse Oui. la dernière question, deux questions. Une dernière pour Kamal et la dernière pour moi. Commence, Kamal. Alors, ma question, est juste divisée en deux, mais juste la première question, c'est, vous avez parlé de la petite taqiyya, on peut dire, et la grande taqiyya. On aimerait bien déjà faire cette différence-là, parce qu'on a généralement tendance à parler d'une seule taqiyya, donc c'est intéressant de ça. Juste poser comme ça une question un peu d'actualité, parce que, est-ce que vous pensez que, par exemple, en lisant par exemple dans le texte fondateur par exemple de Rachad par exemple, il se dit
et même moi j'ai échangé un petit peu avec certains éléments de leur mouvance, ils disent qu'on n'est pas un mouvement islamiste. Qu'est-ce que vous en dites? De quelle sorte de taqiyya est-ce que vous considérez cette déclaration, c'est un taqiyya? Le fait que dire que Rachad n'est pas un mouvement islamiste, parce que dans leur texte, ils évacuent ça. Comment vous interprétez cela? Alors, moi j'ai fait dans mes petites recherches, là, c'est aussi une autre fenêtre que j'ai ouverte. Pourquoi je distingue entre la petite taqiyya et la grande taqiyya? C'est parce que n'importe quel islamiste va user de taqiyya. Tu vas pas lui dire ce hadith n'existe pas, il va dire mais non, attends, il existe, c'est elle qui me l'a dit, etc. Il va justifier. C'est dans l'action, c'est avec tout le monde. Sur n'importe quel point, ils vont faire usage de ruse, de malice, de complotisme, etc. Tout ça pour se donner une raison et pour te tirer vers eux. L'essentiel, c'est que leur thèse passe et que toi, tu en parles pour diffuser le message en disant, bon, voici ce qui s'est passé, voilà comment que ça se fait, mais telle personne m'a dit ceci, alors que c'est faux. Donc, tu arrives à devenir quelqu'un qui endoctrine d'autres personnes en multipliant le même message avec des énoncés faux. Les énoncés sont faux. Et il y a la grande taqiyya, même si c'est au plus bas niveau, Rachid en fait partie. Parce qu'elle vise une catégorie de personnes qui vont aller encadrer les populations musulmanes et le financement vient des pays arabo-musulmans. En 2000, à Doha, il y a eu la création de ce qu'on appelle l'ICESCO. Les sciences et les techniques éducation, de la communauté culture. Genre l'UNESCO musulmane. Voilà, l'UNESCO musulmane. Avec l'idée que là où il y a des musulmans, il faut implanter des cellules qui doivent devenir des services, qui doivent devenir des organismes pour aider les musulmans, non pas celui du petit quartier qui va chercher le panier de choses, mais pour aider le musulman qui a besoin quelque part de se faire connaître par les études qu'il fait, par la recherche qu'il fait, etc. Créer des centres culturels pour que la diffusion de l'islam se fasse à ça. Mais c'est le wahhabou-salafisme, c'est la fraternité, c'est le khomeïnisme. Parce que Khomeini, ou disons, l'Iran fait partie du CESCO. C'est un pays musulman, l'Indonésie, le Pakistan, etc. Alors, tous ces pays d'Asie qui sont plutôt dans la tradition de la violence, hein, on voit ce qui se passe en Inde, on voit ce qui se passe au Pakistan, en Afghanistan, vont aider, participer financièrement pour qu'on crée des centres de lumière musulmans. Et on va dire centre culturel musulman. On ne va pas dire centre culturel islamique. Quelquefois, on le dit. Donc, dans ce genre de stratégie, vous la classez dans la grande taqiyya, c'est ça? Absolument. Okay. Parce que les pays d'accueil où s'implantent ces organisations acceptent, pour mille et une raisons, pour l'argent, le pétrodollar, ça leur a fait... Et puis, ça leur évite de soutenir ces organisations. Mais le message, il est simple. C'est mettre ensemble tous ces musulmans et en faire des leviers, pour ne pas dire des moyens de pression, contre les pays d'accueil. Mais les pays d'accueil, malheureusement, ils n'écoutent pas. Parce qu'ils savent tout. Parce qu'ils sont dans la suprématie. Parce qu'ils sont dans... On est meilleur que vous, on connaît tout. On peut vous contrôler. Mais vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez rien parce que tu ne peux pas contrôler un citoyen qui ne se considère pas comme citoyen, mais comme marginalisé et de seconde zone. Et les exemples des attentats de Paris, de je ne sais pas où, bon, sont des exemples parfaits. Voilà un petit peu pourquoi je fais cette chose. Et puis, partant de l'idée que chez les musulmans, le harbu khida', la ruse. Ben oui, tu fais la guerre, tu l'as fait avec la ruse. Or, on est en guerre. Il parle de confrontation des religions, etc. Mais comme c'est eux qui ont instrumentalisé l'islam pour, disons, encadrer les musulmans de tous les pays, ils ne peuvent pas dire non, on ne sait pas. Ils sont obligés de dire oui. Alors, je vous donne un exemple concret, parce qu'eux aussi, ils utilisent la taqiyya à l'inverse. Abd Salam, là, le terroriste là, de France, de Paris, il a été jugé puis condamné à perpétuité.
Il n'est pas resté en France. Où est-ce qu'il est envoyé? Il est envoyé en Belgique. Mais moi, je suis certain, j'ai la conviction, je n'ai pas de documents, mais je suis convaincu que c'est un monsieur qui a été utilisé. Lui et son équipe. Advienne que pourra. Et là, il est en Belgique, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Peut-être que le roi belge, à un moment, il va le gracier. Mais d'après mes informations, il va revenir en France pour purger sa peine. C'est ce qu'on dit. Enfin, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on On verra. Parce que je pense qu'il a vécu en Belgique. Ouais. Farid, Oui. pour terminer en beauté notre Merci. émission, c'est que maintenant, puisque votre essai, ton essai s'adresse à la société québécoise, ma question c'est qu'attends-tu de cette société-là, de ces gouvernements en double palier, provincial du Québec et le fédéral du Canada? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le reprends encore, il faudrait que les gouvernants du Québec, pour ne pas dire du Canada, surtout le Canada avec sa politique multiculturelle, le Québec avec sa politique interculturelle, et puis on nous sort un nouveau concept pour nous dire c'est la convergence culturelle. Il faudrait qu'ils arrêtent de considérer les immigrants musulmans ou d'origine musulmane ou de tradition musulmane ou venant des pays musulmans comme étant un seul groupe monolithique, un seul groupe qui a les mêmes idées, les mêmes visions. Ça, c'est la première chose, parce que c'est très, très important. Chaque fois qu'il y a des pseudo-musulmans qui parlent au nom de tous les musulmans, il faut pas les écouter. Il faut les écouter pour leurs membres, je ne suis pas contre, c'est ça la démocratie, mais ils ne doivent pas parler au nom de tous les musulmans. Et je prends un exemple concret, on l'a vécu, l'attentat de Québec. On arrive à Montréal, la famille veut faire un éloge funèbre en Tamazight. On lui refuse, parce qu'on dit non, mais ça a été fait en arabe par... Oui, mais ce monsieur, cet imam-là, n'est pas de chez nous. Donc vous avez trahi la mémoire de ces victimes. Il y a deux Kabyles. Mais bien sûr qu'il a deux Kabyles. Je connais les deux personnellement, je les connais, ils vivaient à Québec, c'est vrai, mais Mohamed Saïd, je le cite comme ça, c'est le neveu de sa femme. Et c'est moi qui devrais faire l'oraison funèbre en Voilà, Kabyle. voilà. Ouais. Alors, c'est un problème. Et de l'autre côté, ils n'ont accès ou ils n'ont de contact avec les sunnites. Moi, je pose la question, comment se sentent les chiites du Québec? Comment se sentent les musulmans de tradition, mais pas de pratique? Ils se sentent méprisés, ils se sentent rejetés, ils ne se sentent pas considérés. Et après, on leur demande de venir voter pour eux. C'est pour ça que la communauté musulmane, qui se compte à peu près à 300 000, 350 000 électeurs, il y a à peine 5 000 qui votent, 10 000, 20 000. Les autres ne votent pas parce qu'ils ne croient pas. Alors, de l'autre côté, bien sûr, à l'intérieur des sunnites, je suis désolé, moi je connais des Sénégalais qui ne sont pas malikites. Je connais des Maliens qui ne sont pas malikites. Et toi, tu parles seulement aux Marocains, aux Tunisiens, aux Algériens, qui sont faux éperdument de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Et je vous assure que c'est le cas. C'est pour ça que dans l'association québécoise et nord-africaine pour la laïcité qu'on a créée, on l'a créée avec des Marocains, avec des Égyptiens, avec des Tunisiens, et mieux, avec des Maroco-français, des Maroco-italiens, des Maroco-algériens. Donc des gens qui n'ont pas les mêmes... La religion, mais... Oui, on le fait, mais c'est... Tout le monde fait l'Aïd, tout le monde fait Ramadan, tout le monde fait... Et pourtant, tout le monde va à la brasserie, tout le monde va... Enfin, c'est un petit peu ma demande. Bon, on ne va pas nous écouter, mais on ne sait jamais. ثانيك فريد سميتي غاتيك تنظن fenêtre sur l'islam, ces musulmans, ces islamistes, أزمتي داغم يكو تغاغا ثمضينين لي بلاتفورم نوميريك كن دا شامبو ود فات زغيتي سنه كي تسمى دي سطون بان كي تسدون اوليك نعم ماشي دا اوليك كي تنميرتي كمال فريد خاطر يتفنى دماغ الوقت مي تقبلتي نوفغاني كنغالغو. Merci beaucoup, merci de cet accueil, merci pour les questions, merci Kamel pour ta participation, c'était pas mal. تنميرتي كمال كيتش ثنميرت رشيد تلمتوكي عندي طبعا ثنميرتين اللي قبل دياس عندي هضر فين ديشتم مازال نويتيك في وين يظن وكني غاثن سكاسيا ذاك ذي تيكو 5 كي سي غادينا ودينا قيمه دي تلويت